Ah les gars, cette minute tactique, elle s'annonce extraordinaire. On demande du respect. Respectez-nous. Respectez l'institution de l'Olympique de Marseille. On a cette saison une grande équipe avec un grand coach, avec un très grand directeur sportif, avec un très grand président et actionnaire. Et on est fiers avec la Minute OM de vous présenter le débrief d'après-match, la minute tactique avec des invités exceptionnels, extraordinaires, comme toujours, avec mon ami El Gringo. Comment il va? J'ai perdu ma voix hier soir, hein, malheureusement, le but d'Euro a eu raison de ma voix. Mais à l'image de notre équipe, je suis là, je suis présent au mental pour présenter cet après-match. Ah, et j'ai la chance d'avoir dans cet après-match celui que je surnomme le plus beau toujours, le vrai, l'unique, Grégory Bernard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les gars, Grégory Bernard, c'est probablement la référence des entraîneurs des gardiens dans la région. Et moi, je dis, si Geronimo Rulli pouvait passer dans les mains de Greg, il deviendrait Emmanuel Neuer. OK? Comment il va, mon frérot? Ça va et toi? Ben déjà, il écoute ma statistique des penalties, donc c'est déjà bien. Ah, on rappelle, elle est incroyable cette stat. Hein. Eh oui, mais une belle émotion hier soir, franchement, c'est bien. Ça m'a coûté 140 € pour acheter le maillot de Roulis, mais bon, c'est que du bonheur. J'aime que tu démarres dans cette folie, Greg, parce qu'on a envie de rester dans ce nuage. Et pour rester dans ce nuage, les gars, je suis obligé de vous mettre. Bon, il y a tellement d'images extraordinaires, mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui nous ont fait vibrer hier soir. Et je vais quand même commencer par peut-être la plus belle vidéo de la soirée, enfin l'une des plus belles, parce qu'il y en a des belles. Je pense que Pablo Longoria a fait un AVC, les gars. Celle-là aussi, elle est incroyable. Elle est magnifique. La incroyable. Ouais, les gars, cette vidéo, cette photo, pardon, elle me rappelle des très mauvais souvenirs parce que je revois le visage de Højbjerg quand il a marqué au Vélodrome avec Tottenham, contre nous. Il avait la Non, moi, je vois pas ça. Moi, je vois pas. Là, je pense que ce moment-là, où le but, quand ils marqueront, on va tous se rappeler de ce qu'on faisait, où on était. Je vous le dis, les gars. C'est un momentum comme ça, je vous le dis. C'est vrai que Greg, sur cette. Je pense qu'on a tous glissé sur les genoux déjà. On a plongé en avant selon l'endroit où on était. Mais la course de Rowe pour aller dans les bras du coach en mode. Sûrement, ils ont dû se parler avant le match. Il a dû dire tu vas me changer ce match. C'est toi qui vas marquer. Certainement, il y a des chances. Vraiment. Et celle-là, regarde. Quand on le voit courir vers le coach, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Tu me l'as dit et je l'ai fait. Et celle-là aussi, elle est magnifique. Vous vous rendez compte de l'équipe qu'on a hors terrain entre Ravanelli, entre Mehdi Benassia et Basile Boli et Pablo Longoria. Oh, les gars, là j'ai envie de dire, respectez-nous. Et la dernière, bien évidemment, on était obligé quand même de... On a une équipe incroyable et je pense qu'on a le joueur le plus fou de Ligue 1. Il est chez nous. Je préfère l'avoir chez nous que l'avoir ailleurs. Parce que s'il était à Lyon et qu'il me fait cette photo-là, je le vivrais très très mal, non? C'est ça, il est complètement fada. Si vous regardez en arrière-plan au moment du but, donc c'est-à-dire qu'il y a absolument toute l'équipe de l'OM qui va qui suit vers de Zerbi. Mais lui, son tout premier réflexe, c'est d'aller chambrer Khaled Takar avec qui il s'était chauffé juste avant. Et son deuxième réflexe, il y a une image où on voit tout le monde en groupe et lui, il est dans le fond en train de chambrer les Lyonnais, les supporters lyonnais. Il est complètement fada. Vraiment. Marseille compatible. Tu aimes ça, Greg. Je sais que tu n'aimes pas trop te faire chambrer. Parce que si mes souvenirs sont bons, je pense qu'à la Ligue, tu es passé plusieurs fois, non? À faire quelques petits séjours. Faut pas le dire. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. C'est pas dans ton tempérament, ça. Du tout. Du tout. Je suis très calme cette année. Il y a eu 4 matchs. Tout s'est bien passé. Bon début. C'est beau. Ben, Naïm, on va retracer le fil du match. Greg et Naïm, je vous pose quand même la question à tous les deux. Moi, je m'attendais à un très grand match. Je voulais un grand match avec beaucoup de buts. On a été servi sur les buts. Mais par contre, pour avoir un grand match, il faut 2 grandes équipes. Et il faut un mec au milieu qui appartient pas aux 2 équipes qui est en noir, qui ne te tue pas le match. Parce que
clairement, on n'a pas assisté à un match niveau footballistique incroyable pour une seule et bonne raison, Naïm, image. Ouais, on a envie de dire les dés ont été pipés d'entrée de jeu. Alors, on pourra peut-être nous qualifier de mauvaise foi parce qu'on est Marseillais, mais on avait vraiment de quoi avoir un gros match, comme tu l'as dit. Et pour moi, ce carton rouge, il est inimaginable. Je veux dire, là, bon, les images qu'on est en train de vous montrer, elles sont quand même plus que parlantes. Je crois que la plus flagrante de toutes, c'est celle-là, parce que celle-là, elle est vraiment au début de l'action. Ce qui prouve que la faute initiale, elle est de Lacazette. Mais j'ai envie de vous dire que même s'il y avait eu ce petit accrochage un peu anodin dans le coin de la surface, à l'extérieur de la surface, ce qui n'a pas été le cas, on le voit clairement, que la première faute est de Lacazette, il ne doit jamais mettre rouge là. Au bout de 4 minutes, dans un match comme ça, il doit aller voir Balerdi, lui dit ça fait 2 fautes, tu as un carton jaune, attention, la prochaine, j'hésiterai pas à te mettre un rouge. Il peut pas lui mettre un rouge d'entrée au bout de 4 minutes, il fausse tout le match, il fausse toute l'attente qu'on avait. Et on sort, en fait, nous, on ressort de ce match plus que satisfait par le scénario et par le fait d'avoir puni quelque part les Lyonnais qui ont joué à 12 contre 10. Mais on n'en apprend pas plus sur notre capacité à jouer dans un très grand match. Et ça, c'est incroyablement frustrant. Et en fait, ça s'est prolongé tout au long du match. Ce genre de décision vraiment, vraiment limite. Parce qu'on bon, on a beaucoup parlé de ça, mais tu peux me tracer les lignes comme tu veux. Tu ne m'enlèveras pas de l'idée que Lacazette est hors jeu sur cette action. Tu ne m'enlèveras pas de l'idée que Luis Enrique qui partait en contre-attaque là avec une défense qui est alignée haut et une défense qui va à 2 à l'heure, il n'était pas hors jeu. Et tu ne m'enlèveras pas de l'idée que sur le but de Cherki, Orban est largement hors jeu. Et on ne peut pas dire qu'il ne fait pas action de jeu, parce qu'on vous a bloqué l'image d'après, avec Murillo qui intervient pour un ballon qui était clairement à destination d'Orban. Et c'est ce ballon qui va arriver sur le côté et qui va finir par un centre pour le but de Cherki. Ça fait vraiment beaucoup et en fait, c'est incroyablement frustrant. Heureusement, ça tourne bien pour nous dans ce match. Mais sinon, à l'arrivée, on n'a pas pu mettre en place notre jeu parce que ça nous a forcé à défendre, alors qu'en plus, on n'a pas une équipe qui est calibrée pour. Nous, on a vraiment une équipe qui est faite pour avoir le ballon, pour jouer, pour créer du surnombre. Pour créer du surnombre, il vaut mieux être à égalité numérique au minimum. Et donc, voilà, il y a quand même ce côté frustrant d'avoir encore en 2024 avec la VAR un arbitre qui peut décider du sort de la rencontre, en tout cas qui a essayé de décider. Naïm, tu me précisais quelque chose. Je pense que, je ne sais pas si Greg, toi aussi, tu es au courant. Probablement oui. Moi, je ne l'étais pas. On s'est tous posé la question, pourquoi l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR? Et en fait, ce que moi, je ne savais pas, et c'est Naïm qui me l'a rappelé, c'est que les rouges directs, c'est non dans le règlement, un deuxième jaune, c'est pas favorable. C'est pas déjà c'est une folie parce que ça a le même effet qu'un rouge, vu que c'est un rouge derrière, c'est une folie. Mais et ça va encore plus loin, Greg, dans ce que dit Naïm aussi, on peut aller beaucoup plus loin. C'est quand tu sais que ton deuxième jaune se transforme en rouge, quand tu mets le jaune, c'est que l'action, au bout de 4 minutes, elle doit être incroyablement litigieuse. Avec tu n'as pas le choix, un peu comme Aloro avec le Barça. Ça doit être le même tacle qu'il a fait au bout de 30 secondes. Moi, j'en veux. Ils ont le droit de se tromper. Le règlement dit que si sur 2 jaunes, tu n'as pas le droit d'appeler la VAR, ok, c'est bidon, mais ok. Mais je rejoins Naïm, il n'y a pas de pédagogie. Chope-le, Balerdi. Tu dis voilà, mon ami, 30 secondes de jeu, tu mets un tacle au jaune-orangé, et là, attention à la prochaine. Mais on n'en est pas là. Et là, c'est moi que j'en veux. Je pars dans un délire loin. J'en veux au football de ne pas instaurer un carton intermédiaire. Là, il lui fait pas mal. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien qui pas seul à la cage. Joueur, comme sur le premier tacle qu'il fait. C'est là qu'il faut peut-être, ok, tu veux sanctionner, mets un carton intermédiaire où il va sortir 10 minutes. Et tu tues pas le match. Là, comme vous disiez, le scénario, il est agréablement pour nous, ça fait plaisir. On l'avait encore comme ça dans l'après-midi. Mais après, bon, quand tu dis qu'il faut 2 grandes équipes pour un match de football, je suis d'accord, mais Lyon, c'est pas une grande équipe. Donc bon. Mais voilà, c'est vrai que. Quand je dis ça, Greg, je veux dire. Football. Il a tué le match de joueurs qui jouent. Il ne faut pas aimer le foot. Pour sortir un joueur au bout de 4 minutes de jeu sur une deuxième jambe comme ça, il faut ne pas avoir joué au foot, ne pas aimer le foot et être un drôle de chenapan. Je n'ai pas le mot gentil. Mais voilà. Les gars, j'oublie à chaque fois de dire encore à tous ceux qui nous suivent, nos abonnés, encore merci les gars, quand vous likez nos vidéos, on explose, on monte.
Et j'espère que cette vidéo, elle fera un record. Dites-nous en commentaire, les gars, important, est-ce que vous trouvez logique, déjà, ce deuxième carton jaune? Parce que, après, on parlera de Benassian en fin d'émission, mais il dit quand même, c'est vrai qu'à vitesse réelle, l'arbitre s'est fait avoir. On est d'accord. Ça va vite. Lacazette, il le chope au bon moment. Et la question, c'est, est-ce que si toi aussi, tu étais à la place de l'arbitre, bon, déjà, tu siffles faute, probablement, parce que tu es tombé dans le panneau. Mais tu ne mets pas de jaune. Est-ce que vous mettez le jaune? C'est pas de siffler faute qu'on lui reproche. C'est de mettre ce deuxième jaune qui s'imposait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il n'y a personne qui aurait crié au scandale en disant « ça, c'est une action qui mérite absolument un carton jaune ». Et encore plus, il y a une dissociation à faire entre un carton jaune et un deuxième carton jaune qui entraîne un rouge. La faute, elle doit être beaucoup plus appuyée. Elle ne doit pas porter question à débat. Donc, c'est surtout ça sur quoi on appuie. Ah, je l'entends, hein. Je pose la question parce que c'est un sujet tellement épineux, sachant que tous les week-ends en Ligue 1, on a encore entendu Éric Roy ce week-end qui disait qu'il a eu la chance de jouer la Ligue des Champions avec Brest. Il a vu ce qu'était un arbitrage Ligue des Champions. Il a même dit que le quatrième arbitre a été incroyable, a été exceptionnel dans ce match-là face à Sturm Graz. Et il dit, quand on revient en Ligue 1, c'est toujours le même point, Greg. Ils se prennent pour des cow-boys. Alors, je ne te raconte pas au niveau en dessous, hein, mais bon. Mais le problème, c'est que l'arbitrage, il ne progresse pas. Et je trouve qu'on ne veut pas le faire progresser. Pour avoir parlé avec d'autres personnes d'autres pays, bon, vous avez dû le faire aussi, il y a tout un aspect psychologique de l'arbitrage. Et les mecs, ils ont des cours de ça, là, de pédagogie, de psycho. Nous, en France, il y a un blackout total sur la formation de l'arbitre. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Même quand tu t'intéresses à savoir, ça reste en interne, il n'y a rien qui transpire. Donc, on ne progresse pas et on le voit sur les compétitions internationales, on n'y est pas. On a vu la pauvre Stéphanie Frappard, quand elle a été, c'est quoi qu'elle a fait? C'est l'Euro, non? Ouais. Voilà. On voit, on n'est pas bon, mais c'est à la française. On a cette fausse fierté bidon d'être les maîtres du monde au niveau de l'enseignement et de tout ça, qu'on ne se remet pas en cause. Et on ne remet pas en cause l'arbitrage français qui est complètement nul. Moi, quand Roy, il a raison, quand tu regardes les matchs des champions, les arbitres, pas tous, mais tu sens qu'ils sont près du jeu, qu'ils aiment le jeu, qu'ils aiment les joueurs. Nous, en France, tu as cette différenciation sociale. Vous êtes des joueurs, vous êtes des merdes. Moi, je suis l'arbitre, je suis un cow-boy. Et ça ne peut pas marcher. Moi, tu vois encore hier la façon de parler de l'arbitre dans certains points. Un dimanche après-midi en 5e division, prends du plaisir, Coco, ne viens pas faire le cow-boy. Eh ben, c'est compliqué. Oui, parce que en fait. Mais je suis contre les violences aux arbitres. Attention, bien sûr. Il ne faut pas les emplâtrer, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas leur cracher dessus. Il faudrait réussir à instaurer un dialogue, pas tous, heureusement, mais certains, c'est vraiment compliqué. Et ils occupent des fonctions qui tuent un match, tu l'as bien dit, sans avoir la pédagogie pour. Et certains, ils sont en déficit de charisme, et donc ils se cachent derrière un uniforme pour essayer d'être plus grand ou plus impressionnant que ce qu'ils peuvent l'être. Et c'est là que c'est compliqué, en fait. On ne juge pas un arbitre, on s'en fout que tu sois petit, grand, gros, blond, les yeux verts, on s'en fout. Mais on demande juste des arbitres pédagogues qui aiment le foot et qui surtout aiment les joueurs, quoi. Ouais, ils ne savent pas faire la distinction entre être ferme et être autoritaire, tout simplement. Tu peux être ferme en étant pédagogue. Tu peux t'imposer, te faire respecter en étant pédagogue, mais eux, ils ne savent pas le faire. Et la seule méthode qu'ils ont, c'est la répression. Et donc, c'est ça qu'il faudra changer. Mais voilà, on ne va pas s'éterniser non plus sur l'arbitrage, mais la réalité, c'est que c'était l'élément majeur du match d'hier parce que ça a tout changé. Exactement. Et pour conclure sur l'arbitrage, moi je milite depuis toujours à ce qu'il y ait comme il dit Greg, qu'il y ait une vraie transition entre la fin de carrière d'un joueur professionnel et peut-être l'adaptation dans le monde de l'arbitrage. Il y a très très peu de joueurs pros qui sont barrés, là, Bilou. Ils sont barrés. C'est le gros problème. Parce que il faut sentir le jeu, il faut comprendre le jeu, il faut avoir vécu les situations pour être performant. Tu vois, quand Angoula qui s'est lancé, bien sûr, il est vite monté des divisions inférieures. Et là, je ne le vois jamais en Ligue 1, donc c'est un problème. Il y a Ludovic Jeunesse qui s'est mis dans le bain aussi. Il doit y en avoir. Mais les mecs,
Oui, c'est un cercle fermé. C'est un vase clos aussi, l'arbitrage. C'est un cercle fermé. Bon, en tout cas, on referme la parenthèse de l'arbitrage et on reviendra en fin d'émission sur l'intervention de Mehdi Benassia. Mais on a dit tout à l'heure, il faut, pour pouvoir faire un grand match, il faut de grandes équipes. Et pour pouvoir qu'une équipe survive dans un match à 10 contre 11, il faut avoir le dernier rempart. Il faut que, Naïm, ce dernier rempart, il doit être tout bonnement incroyable. Et hier, Greg, je t'ai présenté 3 situations. Il démarre mal son match, Rouli. Tu vois, il le démarre mal pour la simple et bonne raison. Il a fait souvent. Ouais, il l'a fait souvent, celle-là. Et il y a c'est au bout de 2 minutes ou 3 minutes, hein, il relâche ce ballon, elle revient, on le voit, elle revient dans les pieds de Lacazette et je crois que c'est même Verretou qui se jette dessus pour essayer d'attraper le ballon. Il s'en sort bien. Rouli, on se dit, oula, terrain glissant, il pleut, Greg. Le premier ballon, c'est dur pour un gardien, non, de se rassurer quand tu as foiré ton premier ballon? Alors oui et non. Ce qu'il fait derrière, il switch de suite. Et moi, j'insiste souvent, même avec les jeunes gardiens en formation, c'est être capable de switcher mentalement d'une petite erreur à ce qui se passe après. Et là, franchement, derrière, il est actif directement. Il reste pas tanké. Il reste pas tanké en anticipant, en se faisant allumer. Il y va, il se jette et au final, voilà. Mais ça permet d'atténuer la bêtise, tu vois. À ce niveau-là, je pense que les mecs, de rater une prise de balle, ça ne les fait pas douter. Par contre, il prend le but, peut-être. Là, au contraire, ça peut peut-être le réveiller en disant, oh, j'ai raté, ça y est, le match il a commencé, il n'y a pas eu trop d'incidence, donc allez, c'est parti, j'y suis, tu vois. Et je pense que c'est un gabarit comme ça, Rouli. Ouais, parce que juste à 18 minutes, 0-0, il y a déjà eu le carton rouge. Il y a cette grosse. Moi, je veux vraiment avoir ton avis, Greg, parce que je me suis amusé à monter la vidéo et j'ai mis déjà la distance qu'il y a entre Orban et Rouli sur cette opportunité. Et il y a quelque chose, Anaïm et moi, on a eu ce même réflexe. Tu me diras ce que tu en penses. Sur sa sortie, j'ai fait un zoom dessus. Il ne va pas sur le ballon ou sur la cheville de l'attaquant, tu vois. Il se jette, mais en essayant de rester le plus loin possible parce qu'il sait que s'il le touche et qu'il a il y a penalty. Donc, quand tu es gardien, Greg, comment tu arrives à te dire je vais freiner ma course? Parce que juste je te termine l'action. Quand tu finis l'action, en fait, ça le décale à l'attaquant. Tu vois, il est obligé de se décaler. Il n'a plus d'angle. Et donc, bon, là, il frappe sur Rongier. Heureusement, Rongier la sort. Mais là, comment tu anticipes dans cette situation? C'est clairement ce que tu as dit, en fait. C'est de pouvoir ralentir l'attaquant. Pas lui donner l'opportunité de frapper rapidement pour déjà laisser revenir tes défenseurs et après sur cette image là c'est clairement de l'excentrer le plus possible et toujours dans l'idée de le faire frapper le plus tard possible pour exactement ce qui s'est passé après qu'un défenseur puisse sauver sur la ligne. C'est compliqué, ta course elle est compliquée, tu veux aller dessus fort, tu freines. C'est exact. Et après, tu dois être capable de l'accompagner. Là, pour moi, c'est quasiment parfait. Il aurait peut-être pu gagner un pas de plus, tu vois, sans trop se jeter pour essayer d'encore plus l'excentrer. Mais là, on exagère. Mais voilà, là, les personnes qui voient un peu le football sans plus va dire, bon, ok, il se fait éliminer. Mais pour moi, je ne vais pas dire c'est très bien joué, mais c'est pas mal joué tactiquement parlant. Après le mec il a quand même le loisir de pouvoir la mettre s'il tire mieux. Ça va, parce que là c'est une match arrêté, ça va vite. Mais il a permis à ses défenseurs de revenir. Et c'est des fois, c'est l'aspect tactique du poste qui t'amène à des situations comme ça. Ouais, c'est vraiment quand même les deux actions que tu as montrées, Bilal, là. C'est quand même 2 énormes arrêts. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, mais sa sortie très rapide devant Orban en fermant bien les angles, alors qu'il est quand même plein axe, c'est plus difficile d'occuper beaucoup d'espace quand il y a un face-à-face plein axe. Et alors celle-là, pour moi, c'est vraiment une masterclass d'intelligence. Alors peut-être que, parce que je ne suis pas gardien, j'en rajoute un peu par rapport à toi, mais combien de fois on a vu, Greg, cette sortie où le mec il découpe l'attaquant et c'est penalty. Et alors que là, vraiment, il s'est bloqué au bon moment. Et quand il se met au sol, il allonge vraiment pour l'excentrer un maximum. Il s'étend le tout. C'est exactement ça. C'est vraiment 2 énormes arrêts, je trouve. Même si c'est pas vraiment pareil le deuxième.
je joue pas l'arrêt, en fait. Tu vois, quand tu sors sur ce moment-là, tu te dis, je joue le sens tactique où il faut que j'emmerde le mec pour qu'il frappe le plus tard possible et le moins accès possible du but et que je laisse. Mais c'est 3 aspects tactiques, en fait, tu vois. Et limite, la technique, elle sert juste pour accompagner le mec là où tu as envie. C'est pas fait, quoi. C'est un peu recul frais, mais version gardien, quoi. Exactement. Je pense que si le mec il en tire ayant sur confiance toi, et tu as gagné. Si le mec il tire sur toi, tu as gagné. En ayant confiance en Rongier, qui est un joueur intelligent et qui a anticipé. C'est ça. Et là, Greg, la spéciale, hein. Le joueur n'a pas encore frappé la balle. Je te fais un zoom sur son pied d'appui et tu vois qu'il a déjà. Ils sont un peu écartés, les jambes, quand même. Hein. Il arrive à avoir l'impulsion. Tu es obligé, physiquement. Tu ne peux pas avoir les 2 jambes. Ouais, mais c'est vrai que quand tu plonges comme ça, c'est vrai que tu vois vraiment le pied d'appui gauche à chaque fois. Il appuie fort dessus. Et moi, je voulais vraiment te montrer quelque chose qui m'a interpellé, a interpellé aussi Naïm en live. Regarde, je te les zoomais juste derrière. C'est, bon, déjà, il va très rapidement au sol. OK ? Et en fait, ce qui m'a choqué, moi, c'est que très souvent, le gardien, quand il anticipe beaucoup, elle passe sous le corps. Là, on a vraiment un geste technique, parce que, comme tu dis, je te contredis un peu, lui, il ne va pas au sol. Il plonge horizontalement montant un peu, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment. Et tu as raison, s'il envoie les bras en premier pour guider son corps, en fait, il ne peut pas mettre ce bras dessous, là, tu vois. Donc là, il fait vraiment un appui poussé haut du corps et il garde ses bras disponibles pour la mettre en dessous son corps et faire l'arrêt qu'il a fait, en fait. C'est incroyable parce que je pense que c'est pas de la chance et que c'est un vrai geste technique de sa part de couvrir le plus possible avec son corps, la grosse partie du corps, le milieu du but, et de garder le bras, donc le bras gauche éventuellement pour un ballon aérien, et le bras droit comme ça pour un ballon au sol. C'est risqué, attention, hein, mais c'est ça, et c'est impressionnant parce que on l'a vraiment vu souvent, quand tu anticipes fort sur le côté que ça te passe en dessous, quand il y a le penalty mal tiré comme celui de Lacazette, pour moi, c'est le penalty mal tiré, mais qui a des chances de rentrer, justement. Exactement. Parce si vous vous souvenez de la série de penalty dans la série contre Benfica, c'est celui-là qu'on prend. C'est ça. Le deuxième penalty de Benfica, il rentre comme ça. Il passe sous Paul Lopez parce que quelque part, il est parti trop fort par rapport à la qualité du tir. C'est ça. On va dire que les gars, il y avait le steak argentin. Maintenant, on peut dire que le penalty, c'est la spécialité des gardiens argentins. C'est incroyable. 2 penaltys, 2 arrêts, contre en plus des attaquants qui sont habitués à tirer les penaltys. Del Castillo, c'était du 12 sur 12 avant l'OM, hein, et de les marquer. Mais regarde le. Bah, je défends ma stat que j'aime bien. Regarde le scénario de chacun. Del Castillo, premier match de la saison, l'OM, Brest, Ligue des Champions, peut-être de la pression, geste naturel, crac. Lacazette, pourtant le général, match début de saison très moyen de Lyon, ils sont en supériorité numérique, ils galèrent pour marquer, ils n'y arrivent pas. Un penalty un peu légèrement généreux, geste naturel de la jambe encore, croisé. Ouais, non, franchement, ta stat, moi, à chaque fois, j'en rigole. Je dis, putain, ça me regarde que tous les gens qui me suivent un peu, ils m'envoient des messages à chaque fois, quelque chose comme ça. Même les entraîneurs des équipes de jeunes. Oh, Greg, à mes gardiens, je leur dis ça. Et ouais, par croisé. C'est pas 100% sûr, mais bon. Et pour coacher aussi, c'est les arrêts qu'il fait. Sur ces 2 pénaux, c'est vraiment l'impact qu'ils ont. Je veux dire, c'est pas les pénaltys à 3-0 qui n'ont aucune valeur. Les 2, ils te changent le match. Et il y a, Greg, comme tu dis, le penalty te change le match. Et pour moi, l'arrêt qui te maintient vraiment en vie, 57e minute de jeu, on est à 10 contre 11, on a du mal, on est dans la difficulté. Et Lacazette, regarde, je t'ai mis la distance. Et tu sais quoi, je vais te laisser le commenter parce que regarde ce que j'ai mis. Et je te laisse le commentaire, regarde. J'ai mis la première distance, il réduit la distance. Alors, si tu reviens sur celle d'avant, vas-y, tu peux revenir sur celle d'avant. On va dès le début. Là, il couvre l'éventuelle frappe. Si Lacazette prend le ballon, qu'il essaye de le lober, il peut couvrir, tu vois. Donc déjà, pour moi, il a un bon placement. Il est ni trop haut et ni trop bas non plus, tu vois. Ensuite, regarde, là, hop, réduit, il se rapproche de l'attaquant. Et alors, Lacazette, il n'a pas beaucoup réduit. Par contre, Rouli, tu vois que quoi, Lacazette, il n'a pas beaucoup avancé. Et tu vois que Rouli, et en avançant, ça fait presque revenir même. C'est Brassier, non? Ou Kondogbia? C'est Kondogbia qui revient. Et surtout, là, Greg, là, voilà. Là, au moment de la frappe,
Il a totalement réduit. Et je t'ai mis ta spéciale, Greg. Hein. Ta spéciale. Duo indien, c'est maintenant. Ouais. Ben voilà, un peu à la mode des gardiens de hand, ou pas de hand, j'aime pas dire ce mot-là, mais de hockey. Une croix, il laisse pas beaucoup d'espace. Il ferme à sa gauche, avec le bras au-dessus au cas où, pour un piqué. Le bûche, il est encore en avant pour contrer. Le bras droit qui est libre pour, au cas où, et la jambe gauche un peu semi-taclée, là, puis quand il va redescendre, pour éviter que le ballon lui passe sous les jambes, quoi. Ouais, ce geste, les gars, je trouve que les gardiens argentins, parce que bon, moi, il me fait penser à Dibou Martinez, je le dis à chaque fois, je trouve que les gardiens argentins, pour les suivre un peu d'autres gardiens aussi argentins, ils maîtrisent vachement cette sortie. Je serais curieux de savoir comment ils apprennent et où ils apprennent et comment ils travaillent en Argentine pour le développement de ce geste-là. Ou alors s'ils apprennent ailleurs, comme ils sont passés en Espagne, qui sont aussi référents un peu de ça, les Espagnols, je serais curieux de savoir. Tu vois. On n'arrête pas d'entendre un peu partout qu'il a la réussite, ce gardien, mais cette image, elle montre que c'est surtout qu'il réduit tellement les angles que il finit par toucher du torse ou du pied. Il ne peut plus passer le ballon. Il ne peut plus passer. Exactement. Il peut passer vite fait. Et encore, là, je ne sais pas si sur ce zoom, on ne voit pas la casette. Il a tiré ou pas encore? Ouais, il a tiré. Le ballon, il est à côté de son pied. C'est le pied d'appui gauche qui peut peut-être passer sous sa jambe droite et sous ses fesses. Et encore, peut-être que ça va trop vite. Cette direction, il va s'affaisser rapidement pour, tu vois. Mais là, le geste, il est parfait. C'est un vrai geste technique. Ouais, de toute façon, Naïm, pour se maintenir en vie, il fallait un grand gardien. Mais ce qui est beau, c'est que même à 10 contre 11, on a continué à garder finalement le De Zerbi, le fameux De Zerbi ball, le style de jeu de Zerbi. Ce qu'il faut retenir, et peut-être que ça n'a pas été assez souligné hier, c'est qu'au final, les 2 premiers buts, c'est vraiment de la construction et du décalage. Là, regardez bien, le premier but, ça part d'un coup franc rapidement joué par Kondogbia. Donc, appui sur Højbjerg qui remet à Rongier, ça décale sur Murillo. On a joué rapidement sous 3 pressings, mais on n'a pas énormément avancé. Donc, on reconstruit. Ça repasse par Højbjerg qui va aller décaler là-bas Brassier. Et c'est là que tout va vraiment s'accélérer. C'est vraiment l'échange entre Garcia et Luis Enrique, un 1-2 à une touche de balle qui va permettre d'éliminer les 2 Lyonnais qui sont montés au pressing. Surtout qu'il y en a un qui a beaucoup de retard. Et dans la foulée, la passe de Luis Enrique, bon là, on laissera décider si c'est volontaire ou pas. Mais en tout cas, elle est parfaite dans le bon timing. Tagliafico qui dort un peu. Et une conclusion chirurgicale de Lirola. Cette action, elle a duré 20 secondes. Il y a eu 9 passes, dont 6 à une touche de balle. Donc vraiment, c'est de la construction. C'est parti de Kondogbia, du libéraux. Donc c'est vraiment de la construction de Zerbi à 100%. Là, c'est la même chose sur le deuxième but. Ça part d'un ballon gagné par Garcia avec Orban qui met la main. Il y a une première passe d'Højbjerg qui casse les lignes. Mero qui vient de rentrer, sûrement pas encore en confiance. Il s'appuie plutôt que de jouer sur le côté. Il préfère revenir sur Kondogbia. C'était peut-être sa première touche de balle, donc il a pas pris de risque. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, regardez, les Lyonnais sont loin. Donc Kondogbia va faire ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les matchs d'avant parce que les équipes adverses étaient basses. Il va les aspirer, Kondogbia attend que les 2 joueurs viennent. Ils sont trop loin l'un de l'autre, ce qui lui ouvre l'ouverture pour avancer avec le ballon plein axe. Je vous ai mis Højbjerg en avant parce que qu'est-ce que fait Højbjerg? Il s'arrête complètement, il ne propose plus de solution parce qu'il est déjà dans l'anticipation, c'est tellement intelligent qu'il est déjà en train de se dire Kondogbia est en train de percuter, je vais aller prendre sa place et le couvrir en cas de perte de balle. Donc la seule solution qui va rester, ça va être Rongier, qui réussit quelque chose d'exceptionnel. C'est avec un pressing de 2 joueurs, de réussir à voir rapidement et à donner un ballon parfait dans la course de Lirola. Lirola qui lui aussi réussit son geste technique. Ouais, exactement. Garcia qui est très loin au début de l'action. Et pourtant, il arrive finalement avec un centre parfait de Lirola. Bon, la conclusion, là, on ne sera pas la peine de poser la question de savoir s'il a fait extra ou pas. Mais voilà, le moment de réussite du match, c'est maintenant, clairement. Et pour moi, le début des actions, ce n'est pas de la réussite. C'est vraiment de la construction. On a tout réussi ce qu'on voulait faire. Le moment de réussite clair, c'est la finition sur le but de Garcia. Et on vous a quand même mis le dernier parce qu'on voit apparaître l'intelligence d'Euro. Exactement. Il y a une dimension psychologique. C'est-à-dire que c'est 95e minute du jeu, tu viens d'encaisser le but, tu as le centre. Et finalement, tu as un long ballon de Brassier pour Rowe hors-jeu. Il pourrait aller faire la course, tu vois, mais il s'est arrêté. Il s'est dit, j'y vais pas. Comme ça, le sifflet. Il est intelligent. Et de la même manière, Mopé pourrait ne pas aller faire cette course qu'on a mis en évidence là. Il pourrait se dire, on vient de se prendre un but, on est à 10, ils vont tenter de pousser,
je reste avec les autres pour défendre. Et non, Mopé, il va presser ce ballon qui semble anodin et perdu. Et Péris, qui est très bon au pied, se manque. Très bon contrôle d'Euro. Il n'est pas facile parce qu'il est surpris. Et là, pour moi, le tournant, ouais, très, très, très bonne prise de balle. Le tournant de tout le match, c'est là. Et là encore, c'est de l'aspect psychologique, je pense. Cacré, il n'y va pas franco sur Euro parce que, à mon avis, il se dit, si je fais faute là, ils vont gagner du temps et on va rester à 2-2, alors que nous, ce qu'on veut, c'est aller gagner ce match. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y va pas franco sur cette action. Mais finalement, ça aurait été sa plus grosse erreur. Parce qu'une fois qu'il est lancé Héros en 1 contre 1, il va aller fixer l'autre défenseur lyonnais. Il va rentrer intérieur. Et là, ce qu'on a mis en évidence aussi, c'est l'énorme densité dans laquelle il est. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a 5 joueurs lyonnais autour de lui. Toi, Bilal, tu m'as fait remarquer qu'il est vraiment excentré dans une position difficile pour réussir ce qui restera peut-être un des buts qui marqueront le plus les supporters marseillais dans l'histoire et nous donner une victoire. Ce qui est choquant sur l'image, Naïm, c'est que ses épaules ne sont pas orientées vers le but. Il est perpendiculaire à la ligne des 18 mètres. Vraiment, quand tu fais le zoom de ses épaules, je le vois là et je vais encore l'avancer là. Mais là, à aucun moment, tu te dis, il a le corps orienté pour être capable, même si tu veux faire l'enrouler. Et mec, il a 90 degrés par rapport à la cage. Donc, et Greg, le gardien, dans cette histoire, de 1, il y a des joueurs en face de lui. Mais est-ce qu'il peut la sortir? Tu l'as vu, il a plongé, il s'est arraché, il a détendu le plus possible sa main. Il ne peut pas. Des fois, tu ne peux rien faire. Et là, clairement, pour moi, sa position, il n'est pas trop mal. Il a peut-être des joueurs devant qui peut-être qui l'empêchent. Il faudrait voir une caméra derrière, tu vois, mais voir s'il voit bien vraiment le départ du ballon et s'il ne perd pas une seconde ou deux qui aurait pu lui permettre de faire peut-être un pas de plus sur sa gauche. Mais là, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait qu'une frappe parfaite qui pouvait rentrer dans cette position. Parfaite. Et la frappe a été parfaite. Ouais, en tout cas sur ce match-là, finalement, si on le résume rapidement, bon, il n'y a pas tout qui a été parfait, loin de là. Il y a des joueurs qui ont surperformé. On pense à Rouli, Kondogbia, Højbjerg, Lirola qui a surperformé, un but, une passe décisive. Mais son centre, là, sur la passe de Garcia, s'il contrôle, c'est mort. C'est mort. S'il contrôle, c'est mort. Alors, je ne sais pas s'il veut vraiment la mettre comme ça ou si tu vois, mais s'il contrôle, c'est mort. Donc, il a sa qualité. Je pense qu'il cherchait cette zone. Garcia, il a le temps de contrôler. Mais s'il contrôle aussi, c'est peut-être mort. Tu vois, franchement, il y a tout qui est. Non, mais c'est vrai. Mais c'est. Ouais. Mais Lirola, il n'a jamais eu de problème technique. Et techniquement, il a les qualités pour jouer dans le système. Le problème, c'est physique, c'est qu'il n'avance plus. Sa première année à l'OM, il allait vite quand même. Là, c'est ce problème-là parce que là, c'est un très bon joueur de ballon dans la construction et dans la vision du jeu. Oui, c'est compliqué de pouvoir tirer des conclusions dans le jeu sur des joueurs, sur des performances des joueurs. On a senti un peu des joueurs un peu plus en dedans, comme Luis Enrique, qui a eu beaucoup plus de mal que les derniers matchs. Il a perdu quand même pas mal de ballons. Greenwood, encore, c'était le plus dangereux, j'ai envie de dire, Greenwood, sur le peu de ballons qu'il avait. Il est passé une fois, mais tu ne l'as pas vu quand même. Non. Avec moi, je trouve qu'avec le peu de ballons qu'il a eu dans un système, dans une configuration qui était totalement gagnante pour lui, il a fait mal. Il donne une balle de but à Rongier. Il provoque un carton jaune seul contre 2 ou 3 joueurs. En deuxième mi-temps, pareil, il est esselé à 2 sur le côté. Mais techniquement, il les élimine, il ressort le ballon. On sait qu'il a les qualités pour. Donc, quand il a le ballon, il fait mal. Mais il a été trop peu en vue. Et c'est normal. Il fallait plus qu'il. C'est la configuration du match. Oui, dans la configuration du match, je trouve qu'il a été bon. C'est comme Wai. C'est plus difficile. Le match était très dur pour Wai, mais il a pu faire un peu mieux. On va dire qu'on va le défendre, qu'on était 10, mais voilà. Mais je vous rejoins qu'on ne peut rien tirer comme enseignement, à part l'état d'esprit. Ce qui est pas mal, attention. Ce qui est déjà pas mal. Et tu me fais la transition parfaite, Greg, pour l'état d'esprit. L'état d'esprit des joueurs, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, avec un coach qui transmet cette folie, parce qu'il faut croire en son entraîneur. Parce que dans les vestiaires, il leur dit, les gars, c'est un match comme ça que vous pouvez créer vraiment une histoire. C'est que si vous gagnez un match comme ça, ça y est, vous rentrez vraiment dans la saison. Vous marquez l'histoire. Mais il y a un autre personnage.
Et j'ai envie qu'on écoute l'autre personnage qui est rentré dans l'histoire de ce match-là. Parce qu'il va rester longtemps, cet Olympico en tête. Et parce qu'il y a une image, elle est quand même. Celle-là, elle est hardcore, les gars. Régalez-vous. Surpris de ce qui s'est passé. Je ne suis pas surpris. Quand j'ai vu, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, j'étais pas bien déjà, bien sûr. J'étais pas bien, oui. L'année. J'arrête sur ça. J'arrête sur ça parce que tout le monde a entendu l'interview, Greg. Mais j'arrête sur. Quand on a vu que c'était Monsieur Bastien, j'étais pas bien. Et je crois que à partir de là, en fait, on a le conseiller du président, ou je ne sais pas comment on l'appelle, Mehdi Benassia, mais c'est l'homme à tout faire un petit peu de cet été marseillais. Quand il dit ça, tu sens qu'il il lève son costume de directeur sportif ou de conseiller du président en mode, on dirait nous quand on regarde, oh, putain, encore Bastien, Olympico, on ne gagnera jamais avec Bastien. Vraiment, là, il pointe du doigt sur Dazen avec tous les supporters après un match incroyable. Mais il a raison. Il y avait le comique aux cheveux à côté qui n'a pas arrêté de faire des blagues. Il a raison de parler comme ça. Au bout d'un moment, tu ne nous respectes pas, tu fais des blagues pourries. Je te réponds comme je dois te répondre. Après, ça peut choquer. Attention, je l'entends. J'ai lu des choses. Ouais, Benassia, pas Benassia. On a tellement été peu habitués à ce que nos dirigeants passés, à part certains, feu Pape Diouf, paix à son âme, portent leur coronets pour nous défendre sur la voie publique, que quand il y a une sortie comme ça, peut-être en nuançant certaines paroles, mais on ne peut que l'encourager. On ne peut que l'encourager. On a tellement été... On s'est fait voler des milliers de fois sans qu'on nous défende, sans que même Longoria, il n'a jamais été trop ardent pour... voilà. C'est pas son tempérament. Tu le vois que c'est pas son tempérament, exactement. Donc Benassia, franchement, merci, j'ai envie de dire. Il a fait respecter le club, la ville, parce que l'OM, c'est pas qu'un club, voilà. Et nous tous qui sommes supporters, donc on peut dire que bravo, Après, bon, maintenant, c'est un des sanctions, à mon avis, mais bon, mais voilà, il a dit les choses qu'on pense, nous, tout bas ou sur réseau depuis des années. C'est même pas des mois, des années. Ouais, c'est clair. C'est clair. L'enchaînement des deux sanctions de Cornelius et de Balardi, ça faisait trop. Il a dit quelque chose de très, très juste, Benassia. C'est OK, tu te trompes sur Cornelius. Bon, même si je ne peux pas comprendre comment c'est possible avec la VAR, mais bref. Mais dans le rapport. La commission d'appel. Voilà, exactement. Dans le rapport, dans le fait que le joueur aurait pu jouer ce match-là, si ils avaient vu, il y a quand même des images où Guessant est à quelques mètres à peine de Cornelius. Il ne peut pas jouer en toute sérénité. Donc, c'est pas normal. L'arbitre, là, doit faire d'abord reculer Guessant. 8 secondes. Ouais. Mais même au-delà du temps, l'arbitre doit d'abord faire reculer Guessant à distance. Et après, là, il peut voir si le joueur gagne du temps. Et je trouve qu'il a raison. Et c'est vrai que moi, ça m'énerve un peu cette indignation à géométrie variable quand on voit, par exemple, Obraniak qui est en train un peu de pleurer. Ouais, ça manque de classe, nanana. Voilà, quand c'était Olas qui le faisait, tout le monde disait il défend les intérêts de son club, c'est normal. Moi, on peut discuter si vous voulez sur la forme, il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas qu'il ait été insultant, je ne trouve pas qu'il ait mal parlé. Et, il a dit juste les termes tels qu'ils sont. Et sauf que des fois, d'entendre la vérité telle qu'elle est, ça fait mal. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait mal aujourd'hui aux arbitres et aux instances. C'est de se rendre compte que ce qu'il dit, c'est vrai, tout simplement. Et ils n'ont pas envie de l'entendre. Donc voilà, moi, je pense qu'il a raison. Et surtout, il faut se rappeler qu'un certain Leonardo, à l'époque, n'a pas hésité à allumer le corps arbitral. Récemment, Olivier Létang, sur le dernier match contre Paris. On a parlé tout à l'heure d'Éric Roy. On a eu à l'époque Zlatan Ibrahimovic. On a eu beaucoup de joueurs qui sont montés au Presnel Kipembe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont montés aussi au créneau en disant, comme il a dit, j'ai bien aimé moi Létang, qui dit, il y a de l'argent en jeu. On met beaucoup de temps, même Benassia, il dit nous on passe la semaine à travailler quelque chose tactiquement, et là un mec il arrive, clac, une fraction de seconde, il nous casse tout le travail de la semaine. Et il y a de l'argent en jeu, il y a des objectifs, il y a des supporters derrière. Quand on voit à 2h du matin le monde qu'il y avait à l'aéroport pour accueillir les joueurs de l'OM, faut se rendre compte de l'importance que peut avoir des décisions pour un gros club. Et pour clôturer sur ça, il a la culture grand club, Mehdi Benassia. C'est-à-dire qu'en Italie, à la Juve, ça marche pas ça. Tu ne fais pas des choses comme ça sur les gros clubs. Je ne dis pas qu'ils sont protégés, mais tu te dois de respecter le gros club parce que c'est lui qui fait vivre ton championnat. Tu lèves l'OM du championnat, tu lèves Lyon aussi du championnat, tu lèves Paris du championnat. Finalement, ton championnat n'a plus aucun intérêt.
Et C'est l'Écosse. c'est l'Écosse. Voilà, l'Écosse. Mais le Real de Madrid, c'est pareil en Espagne, ou le Barça. Tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions aussi importantes et ne jamais. Je pense que le pire, c'est pas de prendre la décision qui pose problème. C'est de ne pas accepter derrière de te dire. Critique, bien sûr. Tu vois, ouais, l'arbitre qui ne veut pas faire le rapport, qui ne veut pas enlever de son rapport, c'est une folie. Ouais, il ne veut pas se dégager. Mais il a dit deux choses très importantes hier, Benassia. Vraiment, déjà, il a dit « Je ne veux pas être avantagé. Ce n'est pas parce que je suis un gros club que je veux être avantagé, je veux juste être arbitré normalement. » Et c'est quand même assez basique. Et il a raison, il a 1000 fois raison. Et il y a un autre petit point qui est peut-être passé plus inaperçu dans tout ça, dans ce qu'a dit Benassia. Il a insisté à un moment donné sur l'état d'esprit de Lirola, de Garcia et de Kondogbia. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces débats pendant l'été. Et Verretou, et Mbemba, et pourquoi ils ne jouent pas, et on est trop dur avec eux. Et ben ouais, mais n'empêche que eux, ces joueurs-là qui ont une bonne mentalité, aujourd'hui, ils sont dans l'équipe. Et ceux qui ne sont pas là, on sait pourquoi ils ne sont pas là. Ça n'a rien à voir avec leur niveau sur le terrain. Tu peux être bon sur le terrain et polluer totalement l'esprit de l'équipe pendant la semaine. Donc voilà, il a envoyé un message clair et c'est bien. Moi, je trouve que vraiment, il y a eu un énorme manque de reconnaissance à Macourt, à Longoria et même à Benassia. Parce que rappelez-vous, avec Klos l'an dernier, comme tout le monde lui est tombé dessus, et ben n'empêche qu'on voit que ce qu'il disait sur Klos, sur l'état d'esprit, et ben on voit l'état d'esprit qu'a l'équipe aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ouais, en tout cas, comme pour conclure là-dessus, c'est une équipe qui nous ressemble, Greg. Il l'a répété plusieurs fois. Parce que là, on ressent, et encore, on est loin, très loin d'être à 100% de ce que veut mettre en place l'entraîneur. Il manque des joueurs importants. On pense à Rabiot, quand il va rentrer dans le 11 de départ, je pense qu'on ne se rend pas compte du step-up qu'on va faire avec Højbjerg, Rabiot au milieu de terrain, et probablement Kondogbia, qui aura un rôle comme il a eu hier soir, parce qu'il a été très performant dans ce rôle-là, et il permettra au coach aussi d'avoir de nombreuses solutions. Finalement, je pense que cette victoire sur le jeu, on peut la mettre de côté. Il en faut des matchs comme ça dans la saison. Exactement. C'est pas une victoire par le jeu. Par contre, c'est une victoire qui te permet de démarrer réellement une saison qui s'annonce palpitante. Parce que là, tu as 3 équipes qui se détachent, Naïm. Là, on a 3 équipes qui se détachent. Tu as l'OM, Paris et Monaco. Et tu le vois, les effectifs des 3 équipes sont taillés pour aller jusqu'au bout de la saison. C'est que la 5e journée, c'est sûr. Donc, tout peut arriver, on le sait. Mais ces 3 équipes qui ont envoyé des messages forts, bon, Paris, on s'y attendait. Monaco, c'est dans la confirmation. Et c'est nous, vraiment, c'est nous la bonne surprise parce que nous, on part de beaucoup plus loin qu'eux. On a reconstruit l'équipe complète. Et même s'il y avait de la qualité, ben, ça pouvait être difficile. Et toute victoire là qu'on vient de faire, un peu difficile parfois avec Nice ou là, eh ben, ça te permet d'avoir des points. Les points, ça te permet d'avoir du temps, de la sérénité, le cercle vertueux en fait du football. Et c'est ça qui commence à faire pointer dans l'esprit de certains qu'on a peut-être un petit rôle à jouer cette année en championnat. Mais pas qu'un championnat. Pourquoi pas ramener une Coupe de France? Elle commence en janvier. Tu as 5 matchs à faire pour la gagner. Tu n'as pas de Coupe d'Europe au milieu. Maintenant, la Coupe de France, de plus en plus, il la faut jouer en week-end. Donc, tu ne fais même pas 2 matchs dans la semaine. Ce serait quand même 89, la dernière Coupe de France. Qu'on monte au Stade de France et qu'on gagne, au niveau émotion, c'est plus beau que de finir 2e ou champion, ce serait extraordinaire, attention. Hein. Mais en termes d'émotion pure et vive, tu gagnes une Coupe de France, c'est beau, quoi. C'est clair. En tout cas, sur ces belles paroles, on remercie encore les gars, tous nos abonnés. On est un peu plus de 6500 maintenant abonnés. Toutes nos vidéos sont énormément vues et partagées. On vous remercie à chaque fois, les gars. N'oubliez pas, quand vous likez, c'est extraordinaire pour nous tous. Ça fait même pas 2 mois qu'on a lancé la chaîne. Et je pense qu'on a lancé au meilleur des moments. On n'a pas fait exprès. Mais Greg, on va vivre une saison incroyable. Naïm, encore merci pour cette émission qui est encore une fois extraordinaire. On se retrouve probablement dans la semaine. On verra s'il y a des choses de faisables ou pas. Mais il y a un très gros match qui nous attend dimanche prochain à Strasbourg. Parce que Strasbourg, ça attaque très fort. Et je pense qu'on aura le droit déjà à un avant-match très intéressant avec un média strasbourgeois. Et surtout, un gros match un dimanche soir à 20h45. En espérant que les arbitres auront retenu la leçon. Encore merci à vous les potos. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous.